Eric Malaloy pensait simplement rendre une visite surprise à sa fille de 6 ans à l'école. Mais lorsqu'il est arrivé devant la porte de sa classe, il a entendu une voix qui lui a glacé le sang. À travers la fenêtre, il a vu la petite Kate trembler, les larmes coulant sur son visage, tandis que son enseignante se penchait vers elle, la voix tranchante comme une lame, la mettant en pièces devant toute la classe. Ce n'était pas de la discipline, c'était de la cruauté. Et lorsque Eric a franchi le seuil de la porte, l'expression de son visage a tout changé. En quelques heures, 200 Hells Angels ont encerclé le bâtiment. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout le quartier. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et indiquez-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. Eric Malaloy n'était pas du genre à s'effrayer facilement. Mesurant 1,90 m, les bras couverts de tatouages et arborant d'une barbe qui faisait fuir les inconnus, il avait gagné son surnom de Honest Iron Bear, l'ours de fer honnête. Les membres de son club l'appelaient ainsi parce que lorsqu'Eric s'installait quelque part, rien ne pouvait le déloger. Ni les gangs rivaux, ni le mauvais temps lors des longs trajets, et certainement pas les jugements des gens qui voyaient l'écusson dans son dos et se faisaient des idées sur qui il était. Mais il y avait une chose dans ce monde qui pouvait ébranler Iron Bear jusqu'au plus profond de lui-même, et c'était de voir la peur dans les yeux de sa fille. Kate avait 6 ans, tout juste 6 ans. Elle avait les cheveux bruns et doux de sa mère et un sourire qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Avant, c'était ce qui empêchait Eric de dormir la nuit, allongé dans leur petit appartement, à écouter le bruit de l'autoroute au loin et à se demander ce qui lui manquait. Il y a 3 mois, Kate sautait du lit tous les matins, bavardant à propos de ses amis, des livres qu'il lisait en classe, des projets artistiques qu'elle voulait lui montrer. Elle se tenait debout sur un tabouret devant le comptoir de la cuisine, l'aidant à préparer le petit déjeuner, lui racontant des histoires élaborées sur des aventures imaginaires pendant qu'il retournait les crêpes et faisait semblant que les dragons étaient réels. Ces matins étaient précieux, comme la preuve que malgré tout, malgré le fait qu'il l'ait élevé seul après que sa mère soit partie alors que Kate avait à peine 2 ans, il faisait quelque chose de bien. Mais à un moment donné, quelque chose a changé. Cela a commencé petit à petit. Kate mettait plus de temps à sortir du lit, bougeait plus lentement, gardait les yeux fixés sur le sol plus souvent qu'elle n'aurait dû. Les histoires ont cessé. Les rires sont devenus rares. Quand Eric lui demandait comment s'était passée sa journée à l'école, elle lui répondait par monosyllabe. Bien. D'accord, rien. Son sac à dos tombait sur le sol avec une lourdeur qui semblait incongrue pour une personne aussi petite, et elle se retirait dans sa chambre en fermant doucement la porte derrière elle. Eric a essayé tout ce qui lui venait à l'esprit. Il s'asseyait avec elle à l'heure du coucher, lui lisait ses histoires préférées, lui posait des questions gentilles. Est-ce que quelqu'un était méchant avec elle? Est-ce qu'elle se sentait malade? L'école était-elle trop difficile? Kate se contentait de secouer la tête, ses petits doigts tordant le bord de sa couverture, et murmurait que tout allait bien, mais son corps racontait une autre histoire. La façon dont ses épaules se voûtaient, dont elle sursautait au moindre bruit soudain. La façon dont elle s'excusait pour des choses qui n'étaient pas de sa faute, comme faire tomber un crayon ou demander de l'aide pour atteindre quelque chose sur une étagère en hauteur. Ce matin-là avait été le pire jusqu'à présent. Eric l'avait réveillée doucement, comme il le faisait toujours, et en lui frottant le dos et en lui disant qu'il était temps de se préparer. Kate avait ouvert les yeux, et pendant un instant, il avait vu quelque chose qui lui avait serré le cœur. De la peur, une pure et indéniable terreur. Elle ne discuta pas, ne se plaignit pas. Elle sortit simplement du lit avec la résignation de quelqu'un qui se rend à un endroit où il ne veut absolument pas aller. Au petit déjeuner, elle toucha à peine à ses céréales. Eric s'assit en face d'elle à leur petite table de cuisine, la regardant pousser ses Cheerios dans son bol et sentit ce nœud familier d'impuissance se resserrer dans son estomac. C'était un homme qui réglait les problèmes. Si sa moto tombait en panne, il la démontait jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui n'allait pas. Si un frère du club avait besoin d'aide, Eric se présentait avec ses outils, ses muscles et tout ce qu'il fallait. Mais là, c'était sa propre fille qui souffrait sous ses yeux et il ne savait pas comment l'aider. Il tendit le bras par-dessus la table et posa sa grande main collieuse sur la petite main de Kate. « Kate, ma chérie, parle-moi s'il te plaît. Que se passe-t-il? »
Elle le regarda avec ses grands yeux tristes, et il vit qu'elle cherchait ses mots. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Puis elle secoua simplement la tête et murmura, « Je ne sais pas, papa. Je ne me sens pas bien à l'école. » L'esprit d'Eric s'emballa. Il avait parlé à son enseignante lors de la dernière réunion parents-professeurs 2 mois auparavant. Mademoiselle Dalton, une femme d'une quarantaine d'années au sourire crispé et à la manière de parler un peu trop contrôlée. Elle lui avait dit que Kate avait de bons résultats scolaires, mais qu'elle était calme, ne participait pas beaucoup et semblait un peu renfermée. Eric avait mentionné le changement de comportement de Kate à la maison et Mademoiselle Dalton avait balayé cela d'un revers de main. Probablement juste une phase d'adaptation, avait-elle dit. Certains enfants mettent plus de temps à s'habituer à des environnements structurés. Il fallait laisser le temps faire son œuvre, mais cela faisait des mois et Kate ne s'habituait pas. Elle se renfermait. Eric l'avait conduite à l'école ce matin-là dans sa camionnette, le seul véhicule qu'il possédait et qui ne nécessitait pas de casque. Kate était assise sur le siège passager, son sac à dos serré contre elle comme un bouclier, regardant par la fenêtre le ciel gris d'octobre. Il s'était garé à la ligne de dépose et regardait les autres enfants sortir de leur voiture, excités de voir leurs amis courir vers le bâtiment avec énergie et vitalité. Kate avait détaché sa ceinture de sécurité lentement et Eric avait attrapé sa main avant qu'elle ne puisse atteindre la poignée de la porte. « Hey » avait-il dit doucement, « tu sais que je t'aime plus que tout au monde, n'est-ce pas? » Kate acquiesça, mais évita son regard. « Et tu sais que si quelque chose ne va pas, si quelqu'un te fait du mal ou te fait peur, tu peux me le dire. Je m'en occuperai, je te le promets. » Elle finit par le regarder et il y avait quelque chose dans son expression qui lui brisa le cœur. Une sorte d'acceptation désespérée, comme si elle voulait le croire, mais ne pensait pas qu'il puisse l'aider. Elle se pencha et le serra fort dans ses bras, et Eric tint sa petite fille, sentant son petit corps pressé contre sa poitrine, et prit une décision sur le champ. Quelque chose n'allait pas. Il n'avait aucune preuve. Il n'avait aucun détail. Mais tous les instincts qu'il avait affinés au cours de ses 43 années d'existence lui criaient que sa fille n'allait pas bien. Et si Kate ne pouvait pas lui dire ce qui se passait, alors il devait le découvrir par lui-même. Après que Kate eut disparu derrière les portes de l'école, Eric resta assis dans son camion pendant un long moment, le moteur tournant au ralenti, l'esprit en ébullition. Il sortit son téléphone et envoya un SMS à son contremaître à l'atelier. Il avait besoin de prendre un jour de congé pour raison familiale. Puis il rentra chez lui, enfila une chemise propre qui ne portait pas le logo du club et décida de laisser quelques heures à Kate pour s'installer. Ensuite, il retournerait à l'école. Il lui apporterait son goûter préféré, ses cookies aux pépites de chocolat de la boulangerie qu'elle adorait, et lui ferait la surprise. Il l'emmènerait peut-être déjeuner, mais surtout, il serait attentif. Il observerait. Il verrait ce qui se passait réellement dans ce bâtiment où sa fille passait 7 heures par jour, ressemblant de plus en plus à un animal pris au piège. Eric n'avait aucune idée que sa visite surprise allait révéler quelque chose qui était caché à la vue de tous depuis des mois. Il n'avait aucune idée que dans quelques heures, il passerait d'un coup de fil qui allait tout changer. Et il n'avait aucune idée qu'avant le coucher du soleil de ce mardi ordinaire, 200 de ses frères se tiendraient dans le parking de l'école, moteur éteint, bras croisés, refusant de partir tant que quelqu'un n'aurait pas répondu de ce qu'ils avaient fait aux enfants dont ils avaient la charge. Tout ce qu'il savait, assis dans son salon cet après-midi-là, en lassant ses bottes et en mettant ses biscuits dans sa poche, c'était qu'il en avait assez d'attendre que Kate trouve les mots. Il en avait assez de croire que que les adultes dans ce bâtiment avaient à cœur les intérêts de sa fille. Il allait découvrir la vérité. Et quoi qu'il découvre, quoi que ce soit qui volait la lumière dans les yeux de sa petite fille, il s'en occuperait de la seule manière qu'il connaissait. En se présentant, en étant présent, en refusant de détourner le regard. Parce que c'est ce que font les pères. La réception de l'école primaire Ridgemont sentait le papier à photocopie et le désodorisant à la vanille. Eric poussa les portes vitrées à 14h15, une boîte blanche de boulangerie en équilibre dans une main, et offrit à la réceptionniste derrière le comptoir son sourire le plus désarmant. La femme dont la plaque indiquait Madame Chun leva les yeux de son ordinateur et le regarda 2 fois, surprise par sa taille, à 80 minutes.
sa veste en cuir et ses cadeaux usés par la route. Mais Eric avait appris depuis longtemps à mettre les gens à l'aise quand il le fallait. Bonjour, dit-il chaleureusement. Je suis Eric Malaloy, le père de Kate. Je voulais juste lui faire une petite surprise. J'ai pensé lui apporter ses biscuits et peut-être lui dire bonjour si elle avait un moment. L'expression de Madame Chin s'adoucit immédiatement. Oh, c'est très gentil. Kate est dans la classe de Madame Dalton, salle 112, au bout du couloir à gauche. Je suis sûr qu'elle sera ravie de vous voir. Eric la remercia et s'engagea dans le couloir, ses bottes faisant un léger bruit sur le linoléum ciré. Le couloir était exactement comme on pouvait s'y attendre dans une école primaire. Des néons lumineux au plafond, des tableaux d'affichage recouverts de découpes en papier cartonné et d'œuvres d'art réalisées par les élèves, des lettres de l'alphabet alignées le long des murs dans des couleurs primaires gaies. Dans une classe, il pouvait entendre des enfants chanter une chanson sur les jours de la semaine. Dans une autre, le bruit d'une enseignante lisant la haute voix, sa voix animée et engageante. Un groupe d'élèves passa devant lui, dans la direction opposée, guidé par un assistant enseignant. Leur voix débordait d'enthousiasme à propos d'une activité appelée peinture sur pierre. Tout semblait si normal, si sûr, exactement le genre d'endroit où un enfant devrait s'épanouir. Eric sentit la tension dans ses épaules se relâcher. Peut-être avait-il réagi de manière excessive. Peut-être que Kate traversait simplement une phase et qu'il avait trop interprété la situation. Peut-être que dans quelques minutes, il jetterait un œil dans sa classe et la verrait lever la main avec enthousiasme ou rire avec ses amis, et qu'il se rendrait compte qu'il avait laissé son instinct protecteur prendre le dessus. Il tourna à gauche, suivant les numéros des salles. Les salles 108, 110 et 112 se trouvaient juste devant lui, la porte était entr'ouverte. Eric ralentit le pas, ne voulant pas perturber la classe. Il allait juste jeter un coup d'œil, croiser le regard de Kate, peut-être lui faire signe de sortir pour un rapide câlin et lui donner les biscuits. 2 minutes et il serait reparti. Mais c'est alors qu'il entendit la voix. Elle transperçait le bruit ambiant de l'école comme une lame, aiguë, froide et dégoulinante de mépris. Eric s'arrêta de marcher. La voix venait de la salle 112. C'était la voix d'une femme, celle de Mlle Dalton, et son ton réveilla tous ses instincts protecteurs. « Êtes-vous vraiment aussi stupide? Ou est-ce que vous ne faites tout simplement pas d'efforts? » Les mots étaient précis, calculés, destinés à blesser. Voyez-vous quelqu'un d'autre dans cette classe avoir du mal avec quelque chose d'aussi simple? Vraiment? Eric s'approcha de la porte, le cœur battant à tout rompre. À travers la fenêtre rectangulaire de la porte, il pouvait voir l'intérieur de la classe. Une vingtaine d'enfants étaient assis à des bureaux disposés en rangées bien ordonnées. Au fond de la classe, debout devant le tableau blanc, se tenait Mademoiselle Dalton, une femme d'une quarantaine d'années vêtue d'un cardigan et d'un pantalon, les cheveux tirés en arrière, la posture rigide et autoritaire. Et devant elle, petite et tremblante, se tenait Kate. Eric eut le souffle coupé. Sa fille lui tournait partiellement le dos, mais il pouvait voir tout ce qu'il avait besoin de voir. Ses épaules étaient voûtées, sa tête baissée, ses mains entrelacées à la taille dans ce geste nerveux qu'il avait vu tant de fois à la maison. Elle essayait de se faire toute petite, d'essayer de disparaître. Mademoiselle Dalton s'approcha de Kate et se pencha pour que son visage soit à la hauteur de celui de l'enfant. « Je t'ai posé une question. Es-tu stupide ou paresseuse? Lequel des deux? » La voix de Kate était à peine plus qu'un murmure. « Je suis désolé. J'essaie. Je ne comprends pas, c'est tout. Je ne comprends pas. » Le rire de Mademoiselle Dalton était dur et sans humour. Un enfant de maternelle pourrait résoudre ce problème. « Tu es en CP. Qu'est-ce que cela t'apprend sur toi-même? » Les mains d'Eric se crispèrent en poing. La boîte de pâtisserie se froissa légèrement sous la pression. Il sentait son pouls battre dans ses tempes, un rugissement grandissant dans ses oreilles. Mais il ne bougea pas encore. Il avait besoin de voir. Il avait besoin de comprendre toute l'étendue de ce qui se passait. La petite voix de Kate réessaya. « Je suis désolé. Je vais faire plus d'efforts. Tu es toujours désolé, » rétorqua sèchement Mlle Dalton. « Être désolé ne change rien au fait que tu fais perdre mon temps et celui de tous les autres élèves de cette classe. » Elle fit un grand geste en direction des autres élèves. « Tu vois comment tu freines tout le monde? Tu vois comment tes camarades attendent parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose d'aussi simple? » Le regard d'Eric se porta sur les autres enfants. Certains étaient assis, immobiles,
les yeux écarquillés, l'air de vouloir être ailleurs. Un garçon au premier rang fixait son bureau, évitant délibérément de regarder. Une fille près de la fenêtre avait les mains jointes, anxieuse. Mais ce qui frappa le plus Eric, c'est que plusieurs élèves avaient l'air presque ennuyés, comme si c'était une routine, comme s'ils avaient déjà vu cela auparavant, comme si c'était juste un mardi comme les autres dans la classe de Mlle Dalton. Ce qu'Eric ne savait pas encore, c'est que Kate n'était pas la seule cible de M. Dalton. Elle avait perfectionné son numéro, sachant exactement quand les parents ne regardaient pas, quand les administrateurs étaient occupés ailleurs, quand elle avait la liberté d'agir sans témoins importants. Elle choisissait ses victimes avec soin, les plus calmes, celles qui ne ripostaient pas, celles dont les parents travaillaient de longues heures ou qu'elle avait déjà écartées comme étant trop anxieuses et trop impliquées. Elle savait comment se montrer charmante en présence d'adultes, comment paraître raisonnable et professionnelle lorsqu'on la remettait en question. Mais derrière la porte fermée, avec seulement les enfants pour témoins, elle devenait quelqu'un d'autre. La voix de Kate interrompit les pensées d'Eric, plus faible qu'il ne l'avait jamais entendue. « S'il vous plaît, mademoiselle Dalton, j'essaie vraiment, j'ai juste besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de faire attention. » La voix de mademoiselle Dalton s'éleva brusquement. « Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de trouver des excuses. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter d'être. » Kate tressaillit. Elle tressaillit réellement. Et à ce moment-là, Eric vit sa fille courageuse, douce et gentille, avoir l'air complètement vaincue. Ses épaules s'affaissèrent. Une larme coula sur sa joue. Elle murmura une dernière excuse. Et la résignation absolue dans sa voix était celle d'une enfant qui avait été brisée tant de fois qu'elle ne croyait plus que quelqu'un puisse l'aider. Eric sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Tous les muscles de son corps se tendirent, sa mâchoire se crispa si fort qu'il pouvait entendre ses dents grincer. Le cuir de sa veste craqua lorsqu'il redressa les épaules. Il avait vu des hommes essayer d'intimider leurs adversaires dans des bagarres de bar. Il avait observé des brutes à l'œuvre dans tous les environnements imaginables. Mais là, une femme adulte, quelqu'un à qui l'on avait confié la garde et l'éducation d'enfants, se tenait debout devant une fillette de 6 ans et détruisait systématiquement son moral avec des mots destinés à l'humilier et à la rabaisser. C'était autre chose. C'était de la cruauté. C'était de la maltraitance. Et cela arrivait à sa fille. Mademoiselle Dalton désigna le bureau de Kate. « Assieds-toi. Nous réessaierons demain, même si je suis sûr que tu feras encore perdre du temps à tout le monde. Peut-être que si tu te souciais autant de l'apprentissage que tu te soucies des... » Les mots de l'enseignante s'éteignirent au milieu de la phrase, car à cet instant, elle leva les yeux et vit Eric debout dans l'embrasure de la porte. Dès qu'Eric apparut dans l'embrasure de la porte, l'attitude de Mel Dalton changea complètement. Mais il était déjà trop tard. Il avait tout vu, il avait tout entendu. Et l'expression de son visage, contrôlée, froide et absolument terrifiante dans son immobilité, lui indiqua qu'elle avait commis une erreur catastrophique. Eric ne bougeait pas, ne parlait pas, se tenait simplement là, occupant tout l'espace de la porte, les yeux rivés sur la femme qui venait de démolir sa fille. Le silence s'étira, lourd et suffocant. Les 20 enfants retinrent leur souffle. Mademoiselle Dalton se redressa, son masque professionnel se remettant en place, mais ses mains la trahirent. Elle tremblait légèrement tandis qu'elle lissait son cardigan. Kate se retourna et vit son père. Le soulagement envahit son visage, immédiatement suivi par la confusion et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Pas de lui, mais de ce qui allait se passer maintenant. Ses yeux se remplirent de nouvelles larmes. Et Eric, en regardant le visage de sa petite fille, prit une décision. Il entra dans la classe, passa devant les rangées d'enfants silencieux et se dirigea directement vers Kate. Il ne regarda pas Mel Dalton, ne reconnut pas son existence. Il s'agenouilla simplement, posa doucement ses grandes mains sur les épaules de sa fille et parla d'une voix calme, ferme et empreinte d'une certitude absolue. « Prends ton sac à dos, ma chérie. Nous partons. » Kate réagit immédiatement, se précipitant vers son bureau pour attraper son sac à dos, avec une urgence qui indiqua à Eric que ce n'était pas la première fois qu'elle voulait s'échapper de cette pièce. Ses petites mains tâtonnèrent avec la fermeture éclair de son sac, y fourrant des papiers et une trousse à crayon avec des doigts tremblants.
Eric attendit, toujours à genoux, une main posée doucement sur son dos. Il ne dit pas un mot. Ce n'était pas nécessaire. Sa seule présence avait changé l'atmosphère de la classe. Mademoiselle Dalton retrouva sa voix, bien qu'elle fût plus aiguë qu'auparavant, tendue par une fausse autorité. Monsieur Malaloy, vous ne pouvez pas. C'est tout à fait inapproprié. Nous sommes en plein cours. Si vous avez des inquiétudes, vous devez prendre rendez-vous par la voie officielle. Eric se leva lentement, sa grande taille semblant remplir la pièce. Il ne la regardait toujours pas. Ses yeux restaient fixés sur Kate, qui avait maintenant mis son sac à dos, et le regardait avec une expression qui lui brisait le cœur. De l'espoir mêlé de peur mêlé de soulagement, tout cela enchevêtré. Il se baissa et prit sa petite main dans sa grande main. Ce n'est qu'alors qu'il tourna son regard vers mademoiselle Dalton. Il ne cria pas, n'éleva pas la voix, ne proféra aucune menace ni accusation. Il la regarda simplement avec des yeux qui avaient vu des choses difficiles dans la vie, des yeux qui pouvaient lire les gens au plus profond d'eux-mêmes. Et dans ce regard, il y avait une compréhension totale et absolue de qui elle était exactement et de ce qu'elle avait fait. Le silence dura peut-être 5 secondes, mais il sembla durer une éternité. Le visage de Muldoon pâlit. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, et Eric vit quelque chose passer dans son expression qui confirma tout ce qu'il avait besoin de savoir. La culpabilité. Elle savait qu'elle avait été prise sur le fait. Eric se retourna sans un mot et conduisit Kate vers la porte, sa main toujours agrippée à la sienne. Derrière eux, la voix de Mademoiselle Dalton s'éleva, désormais sur la défensive, parlant plus vite. Je corrigeais son comportement. Cela est complètement sorti de son contexte. Vous ne comprenez pas toute la situation. Ces enfants ont besoin de structure et de discipline. Et Era continua à marcher. Kate dut accélérer le pas pour suivre ses longues enjambées. Mais elle ne se plaignit pas, ne posa pas de questions. Elle se contenta de serrer sa main, comme si c'était la seule chose solide dans son monde. Ils avancèrent dans le couloir, passèrent devant les tableaux d'affichage joyeux et les salles de classe où l'on chantait, et Kate leva les yeux vers son père, le visage marqué à la fois par la confusion et le soulagement. Elle ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais elle était certaine d'une chose. Elle était en sécurité maintenant. Son papa était venu. Son papa avait vu et tout allait changer. Eric poussa la porte du bureau principal, Kate toujours à ses côtés. Madame Chin leva les yeux, surprise de les voir. « Oh, vous partez déjà? Vraiment? Je dois parler au directeur, » dit Eric. Son ton était poli, mais ne laissait aucune place à la négociation. « Maintenant, s'il vous plaît. » Quelque chose dans sa voix incita Madame Chin à prendre immédiatement son téléphone. Elle appela le bureau du directeur, parla à voix basse, puis fit un geste vers une porte marquée « Dr. Patricia Endress, directrice ». Eric acquiesça en signe de remerciement et guida Kate vers la porte. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait eu le temps de frapper, et une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et portant des lunettes de lecture attachées à une chaîne, apparut. Le Dr. Hendress avait le sourire habituel de quelqu'un qui a l'habitude de gérer les préoccupations des parents. « Monsieur Malaloy, tout va bien? Je crois comprendre qu'il y a eu une perturbation dans la classe de Madame Dalton. » Eric baissa les yeux vers Kate, qui tenait toujours sa main, les yeux écarquillés. « Ma chérie, je voudrais que tu t'assoies ici quelques minutes. » « D'accord. » Il désigna une chaise dans le couloir devant le bureau. « Je vais parler au Dr. Endress, puis nous rentrerons à la maison. Tu es en sécurité. Je te le promets. » Kate acquiesça et s'assit, serrant son sac à dos contre sa poitrine. Eric l'observa un instant, s'assurant qu'elle était bien installée, puis se tourna vers le directeur. « Pouvons-nous parler en privé? » Dans le bureau du Dr. Hendrick, entouré de certificats encadrés et d'affiches motivantes sur l'apprentissage et la croissance, Eric resta debout plutôt que de s'asseoir. Il garda une voix posée, factuelle et calme, mais la rage contenue qui se cachait derrière était indéniable. Il décrivit exactement ce dont il avait été témoin. Le ton utilisé par Mademoiselle Dalton, les mots, la façon dont Kate avait tressailli, les réactions des autres enfants qui suggéraient que c'était une routine. Il n'a pas embelli les faits, il n'en avait pas besoin. Les faits étaient suffisamment accablants. Le Dr. Hendricks l'écouta avec une expression inquiète, qu'Eric reconnut immédiatement comme étant feinte. Lorsqu'il eut terminé, elle croisa les mains sur son bureau,
et lui adressa un sourire qui se voulait rassurant, mais qui semblait condescendant. Monsieur Malaloy, je comprends que vous soyez bouleversé. N'importe quel parent le serait, mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Madame Dalton est l'une de nos enseignantes les plus expérimentées. Elle a des exigences élevées, certes, et elle peut se montrer ferme. Mais c'est parce qu'elle veut le meilleur pour ses élèves. Parfois, les enfants perçoivent la correction comme une critique alors qu'il s'agit simplement de justice. Je sais ce que j'ai vu. Eric l'interrompit calmement. Ce n'était pas une correction. C'était de la violence verbale. Le sourire du Dr. Hendricks se crispa. Je trouve que ce sont des mots très forts, Monsieur Malaloy. Vous avez été témoin d'un bref moment sorti de son contexte. La gestion d'une classe peut sembler sévère à quelqu'un qui n'est pas familier avec les techniques pédagogiques. Madame Dalton mettait probablement en œuvre une stratégie disciplinaire visant à « Elle a traité ma fille de stupide », dit Eric. Sa voix restait calme, mais quelque chose dans son regard fit se redresser la directrice sur sa chaise. Elle lui a demandé devant toute la classe si elle était stupide ou paresseuse. Elle lui a dit qu'un enfant de maternelle pouvait faire ce qu'elle ne savait pas faire. Elle l'a fait se sentir inutile. Le Dr. Hendrick a soupiré et Eric a pu voir le scénario se former dans son esprit avant même qu'elle ne parle. Je suis sûr que c'est ce que vous avez ressenti, mais les enseignants utilisent parfois un langage provocateur pour motiver les élèves. Il est possible que l'approche de Mlle Dalton ait été un peu plus directe que l'idéal, et je peux certainement lui parler de son ton, mais cela ressemble plus à un malentendu qu'à quelque chose de malveillant. Je suis sûr que si nous nous asseyons tous ensemble... Non, répondit Eric d'un ton sec. Nous ne nous réunirons pas. Ma fille ne retournera pas dans cette classe. Le masque professionnel de la directrice se fissura légèrement, laissant apparaître son irritation. Monsieur Malaloy, nous ne pouvons pas simplement déplacer les élèves chaque fois qu'il y a un conflit de personnalité entre eux. Ce n'est pas un conflit de personnalité, dit Eric. C'est un adulte qui maltraite un enfant. À ce moment-là, assis en face du Dr. Hendricks et la voyant minimiser ce dont il avait été témoin, Eric comprit quelque chose qui lui glaça le sang. C'était systématique. L'école était au courant, peut-être pas dans toute son ampleur, peut-être pas de tous les incidents, mais elle savait que Mme Dalton avait des problèmes. Elle savait que les parents étaient inquiets et elle avait choisi de protéger l'enseignante plutôt que les enfants. Plus tard, Eric allait apprendre qu'il avait raison. D'autres parents s'éteignent plaints discrètement, timidement, comme le font les parents lorsqu'ils ne sont pas tout à fait sûrs que ce qu'ils voient est réel, ou s'ils sont trop protecteurs. On leur avait dit la même chose qu'à Eric. Une mauvaise communication sortie de son contexte, des normes élevées, une discipline stricte mais juste. Une mère avait insisté davantage, exigé une réunion, insisté pour que son fils soit transféré dans une autre classe. Elle avait été qualifiée de difficile, de parents hélicoptères, de personnes qui ne comprenaient pas que les enfants avaient besoin d'apprendre la résilience. Ses préoccupations avaient été classées et oubliées. Le système s'était protégé et des enfants comme Kate en avaient payé le prix. Eric se redressa de toute sa hauteur. Je retire Kate de cette école avec effet immédiat. Je vais déposer une plainte officielle auprès du district et si je découvre que d'autres parents se sont plaints de Mlle Dalton et ont été ignorés, il y aura des conséquences. Le Dr. Hendricks se leva également, son attitude professionnelle laissant place à une attitude défensive. Monsieur Malaloy, je pense que vous réagissez de manière excessive. Calmez-vous et réfléchissez rationnellement à la situation. Je suis calme, dit Eric, et c'était vrai. Il n'avait jamais été aussi calme de toute sa vie. J'en ai également terminé avec cette conversation. Je contacterai le bureau du district. Il se retourna et sortit, laissant la porte se refermer fermement derrière lui. Kate bondit de sa chaise dès qu'elle le vit, et il s'agenouilla à nouveau pour la regarder dans les yeux. Il posa ses mains sur ses épaules et la regarda dans les yeux avec une certitude absolue. « Tu ne retourneras jamais dans cette classe, dit-il. Jamais. Tu comprends? » Les yeux de Kate se remplirent de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Des larmes de soulagement, de libération. Elle jeta ses bras autour de son cou et s'y accrocha fermement. Eric l'enlaça et se leva, la soulevant facilement. Elle devenait trop grande pour être portée, mais à ce moment-là, elle avait besoin de se sentir petite, protégée et en sécurité. Il la serra donc contre lui et sortit du bâtiment, passant devant Madame Chun,
qui faisait semblant d'être occupé à remplir des papiers derrière les portes vitrées, et s'engagea dans la lumière de l'après-midi. Eric quitta ce bureau avec deux certitudes absolues. Sa fille ne reverrait plus jamais cette femme, et tout cela était loin d'être terminé. Il attacha Kate sur le siège passager de son camion, s'assura qu'elle était bien attachée, puis grimpa sur le siège conducteur et resta assis là un long moment, les mains sur le volant, la mâchoire serrée. Puis il sortit son téléphone et passa un seul appel, un seul. La sonnerie retentit 2 fois avant qu'une voix rauque ne réponde. « Iron Bear, quoi de neuf, mon frère? » Eric regarda Kate qui l'observait de ses grands yeux confiants et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Quelque chose de dur, d'immuable et d'absolument certain. « J'ai besoin du club, dit-il calmement. Quelqu'un a fait du mal à ma petite fille, et je veux que tout le monde sache que c'est inacceptable. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Alors où et quand? Eric lui donna les détails, raccrocha et quitta le parking, sachant que dans moins d'1 heure, le monde comprendrait quelque chose de très important. On pouvait ignorer un parent, on pouvait manipuler un père, on pouvait se cacher derrière la protection des institutions, la courtoisie professionnelle et les prétextes de mauvaise communication. Mais on ne pouvait pas ignorer 200 motards qui refusaient de partir tant que quelqu'un n'avait pas répondu de ses actes. La voix qui répondit à l'appel d'Eric appartenait à Marcus Reaper Johnson, président de la section locale des Hells Angels depuis 12 ans. Reaper avait gagné sa position non pas par l'intimidation ou la violence, mais par une loyauté sans faille envers ses frères et un instinct qui lui permettait de savoir quand les situations exigeaient toute la puissance du club. Il connaissait Eric depuis qu'Iron Bear avait été prospecté il y a 15 ans. Il l'avait soutenu pendant son divorce. Il avait tenu Kate dans ses bras quand elle avait 2 semaines. Alors, quand la voix d'Eric résonna au téléphone avec ce ton particulier, maîtrisé, mesuré, mais avec une pointe qui indiquait qu'un événement grave s'était produit, Reaper était déjà en train de chercher ses clés. « Ils ont fait du mal à ma petite fille, dit Eric, et ces 5 mots contenaient tout ce que Reaper avait besoin de savoir. « Dis-moi où, dit Reaper. Je vais passer les coups de feu divin. » Eric lui donna l'adresse de l'école primaire Ridgemont et lui donna une brève explication. Une enseignante avait agressé verbalement Kate. L'administration de l'école la protégeait. D'autres enfants étaient concernés. Le système avait failli. Reaper écouta sans l'interrompre, et quand Eric eut terminé, il y eut un silence qui aurait pu sembler être une hésitation à quelqu'un qui ne connaissait pas le club. Mais Eric savait mieux que quiconque. Cette pause signifiait que l'esprit de Reaper était déjà à l'œuvre, déjà en train de planifier, déjà en train de comprendre l'ampleur de ce que cela exigeait. « Donne-moi 20 minutes, dit Reaper. Ensuite, Iron Bear, on s'occupe de toi. On s'occupe de Kate. » L'appel prit fin et immédiatement, le téléphone de Reaper devint un centre de commandement. Le premier appel fut destiné à Thomas, Bulldog Martinez, le sergent d'armes. 3 sonneries. « Bulldog, j'ai besoin que tu passes le mot. La fille d'Iron Bear a été blessée à l'école. Un enseignant l'a maltraitée. L'administration a étouffé l'affaire. On se rend à l'école primaire Ridgemont. Tout le monde, ce n'est pas une demande. Bulldog ne posa pas de questions. Il n'avait pas besoin de détails. Le code était simple et absolu. On ne touche pas à nos familles. On ne fait pas de mal aux enfants. Et quand un frère appelle à l'aide, on répond présent. Pas d'exception, pas d'hésitation. N'en dis pas plus, mon frère. Je vais mobiliser tout le monde. Le message s'est répandu comme une traînée de poudre dans la confrérie. Bulldog a appelé son équipe. Ils ont appelé la leur. Des SMS ont été envoyés dans des groupes de discussion avec un langage simple et direct. La fille d'Iron Bear. Situation à l'école. École primaire Ridgemont. 30 minutes. Les réponses sont arrivées instantanément. Je suis en route. Je pars maintenant. Je serai là. À travers la ville. L'appel a atteint les frères au milieu de leur vie quotidienne. Jake Wrench Coleman était en train de démonter un moteur dans son garage lorsque son téléphone a sonné. Il a lu le message, s'est essuyé les mains sur un chiffon et a appelé son assistant. « On ferme plus tôt aujourd'hui. Urgence familiale. » L'assistant, qui travaillait pour Wrench depuis assez longtemps pour savoir ce que cela signifiait, hocha simplement la tête et commença à fermer les portes du garage. 4 minutes pour starter, Wrench était sur sa moto, le moteur de la Harley rugissant avec un son qui était à la fois une promesse et un avertissement.
Daniel Doc Patterson était à l'hôpital où il travaillait comme infirmier aux urgences, à mi-chemin de son service. Il vit le message pendant une pause, le lut 2 fois, puis alla voir son supérieur. Urgence familiale, je dois partir. Sa superviseuse a commencé à protester. Il manquait de personnel. Il ne pouvait pas partir en plein milieu de mais quelque chose dans l'expression de Doc le fait taire. Le club n'était pas seulement un groupe de motards pour ces hommes. C'était une famille, et la famille était toujours là. Allez-y, a-t-elle dit doucement. Doc est sorti en blouse et enfilé sa tenue de moto dans le parking, et sa moto a rejoint le flot grandissant qui se dirigeait vers l'école primaire Ridgemont. Au Clubhouse, un bâtiment de style garage situé dans la zone industrielle de la ville, où les frères se réunissaient pour des réunions et des événements. 6 hommes travaillaient sur des motos et échangeaient des anecdotes lorsque l'appel est arrivé. La pièce est devenue silencieuse lorsque les téléphones ont sonné simultanément. Puis, sans un mot, les outils ont été posés, les béquilles relevées et les moteurs démarrés. Le bruit a commencé par un grondement, puis s'est transformé en un rugissement collectif lorsque les 6 motos sont sorties en formation dans la rue. Sur un chantier dans le centre-ville, Raymond Hammer, Cruz a reçu le message et est immédiatement descendu de l'échafaudage sur lequel il travaillait. Son contremaître l'a vu se diriger vers le parking. « Cruz, où vas-tu? Il nous reste encore 3 heures de travail. » Raymond s'est retourné et son regard en disait long. « Une affaire du club, a-t-il simplement répondu. Le contremaître, qui avait déjà vu ce regard, savait qu'il valait mieux ne pas discuter. « Sois prudent, se contenta-t-il de dire. » Dans un quartier calme de banlieue, Michael St. Anderson était en train de tondre sa pelouse lorsque son téléphone sonna. Il coupa le moteur de la tondeuse, écouta Reaper lui expliquer la situation et sentit sa mâchoire se crisper. St. avait lui-même 2 filles, âgées de 8 et 10 ans. L'idée que quelqu'un puisse faire du mal à un enfant, et encore moins à l'enfant d'un frère, fit monter en lui une émotion primitive. « J'arrive dans 15 minutes, a-t-il répondu. Il est rentré chez lui. A dit à sa femme qu'il devait partir et embrasser ses filles sur le front et leur a dit qu'il les aimait. Puis il a enfilé sa tenue de moteur et a démarré la Road King qui se trouvait dans son garage. Il ne s'agissait pas de violence. Tous les hommes qui avaient reçu cet appel le comprenaient implicitement. Il ne s'agissait pas d'une démonstration de force destinée à intimider ou à menacer. Il s'agissait d'être présent, de se montrer, de faire en sorte qu'il soit impossible pour l'administration scolaire de renvoyer un père inquiet comme elle avait apparemment renvoyé d'autres avant lui. Lorsqu'un parent se plaint, il est qualifié de difficile. Lorsque 200 moteurs se montrent solidaires et refusent de partir tant que quelqu'un n'a pas répondu de ce qui est arrivé aux enfants dont ils ont la charge, c'est tout autre chose. Le code qui régissait le club était simple. Loyauté envers les frères, protection de la famille et position absolue et non négociable selon laquelle on ne fait jamais de mal aux enfants, quelle qu'en soit la raison. Ces hommes venaient de tous les horizons, mécaniciens, infirmiers, ouvriers du bâtiment, petits entrepreneurs, anciens combattants et commerçants. Certains avaient un diplôme universitaire, d'autres avaient à peine terminé leurs études secondaires, mais tous comprenaient ce code et le respectaient. Pendant ce temps, Kate se trouvait dans l'appartement d'Eric avec Rosa Martinez, la femme de Bulldog, l'une des rares personnes à qui Eric confiait entièrement sa fille. Rosa était arrivée quelques minutes après l'appel d'Eric, avait pris Kate dans ses bras et lui avait proposé de faire des biscuits ensemble. Kate, qui était encore en train d'assimiler tout ce qui s'était passé, avait accepté sans rien dire. Elle était maintenant assise à la table de la cuisine, pressant soigneusement des emporte-pièces dans la pâte, tandis que Rosa fredonnait et bavardait de tout et de rien, laissant l'enfant tranquille. Kate ne savait pas que son père avait passé un coup de fil. Elle ne savait pas que des hommes avaient tout laissé tomber à travers la ville pour intervenir. Elle ne savait pas que dans moins d'1 heure, l'école où elle avait souffert pendant des mois serait encerclée par des gens qui croyaient que sa douleur comptait. Elle savait juste qu'elle se sentait en sécurité pour la première fois depuis longtemps, et cela lui suffisait. Pendant ce temps, à l'école, Mademoiselle Dalton vaquait à ses occupations comme si de rien n'était. Après le départ d'Eric avec Kate, elle était retournée dans sa classe, avait lissé son cardigan et s'était adressée aux élèves restants avec un sourire calme. Eh bien, c'était certainement dramatique, avait-elle dit d'un ton léger. Certains parents ne comprennent tout simplement pas comment fonctionne l'éducation. Maintenant, revenons à notre cours de mathématiques.
Les enfants avaient échangé des regards, mais n'avaient rien dit. Ils avaient appris depuis longtemps que s'exprimer ne faisait qu'empirer des choses. Mademoiselle Dalton termina la journée d'école, renvoya sa classe et resta tard pour corriger des copies dans sa salle de classe. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle ne se doutait pas que l'appel téléphonique passé par Eric allait déclencher quelque chose qu'elle ne pourrait ni contrôler, ni ignorer, ni expliquer. Elle ne se doutait pas que la façade de compétences professionnelles qu'elle avait soigneusement entretenue allait être balayée par une manifestation de solidarité écrasante. Dans le parking, la première moto est arrivée à 15h45, puis une autre, puis trois autres. À 16h, il y avait 20 motos alignées en rang bien ordonné. À 16h15, il y en avait 50. Le bruit s'intensifia progressivement. D'abord un grondement sourd, puis un tonnerre rythmé à mesure que les moteurs entraient dans le parking. Le chrome brillait dans le soleil de fin d'après-midi. Les gilets en cuir arborant l'écusson familier représentant une tête de mort bougeaient à l'unisson lorsque les moteurs descendaient de leur machine. Les béquilles se baissaient et les hommes prenaient une position. En moins de 30 minutes, le parking qui était presque vide allait se transformer en une mer de cuir et de chrome. Et le bruit serait impossible à ignorer. Il résonnait sur le bâtiment de l'école, se propageait dans les quartiers voisins, annonçait à tous ceux qui se trouvaient dans un rayon d'1 kilomètre qu'il se passait quelque chose d'important à l'école primaire Ridgemont. Les enseignants regardaient par les fenêtres. Les membres du personnel se pressaient aux portes. Et peu à peu, ils comprirent que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une coïncidence. C'était intentionnel. C'était organisé et ce n'était que le début. La première moto à arriver était celle de Reapers, une road bike noire qu'il avait personnalisée lui-même au cours des 2 dernières années. Il entra dans le parking de l'école Ridgemont à 15h45, trouva une place près de l'entrée principale et coupa le moteur. Le silence soudain qui suivit le grondement semblait intentionnel, délibéré. Il descendit de sa moto, ajusta son gilet et se tint les bras croisés, face au bâtiment, attendant. 2 minutes plus tard, une autre moto est apparue. Puis une autre. Ensuite, 3 sont arrivés ensemble, leurs moteurs synchronisés d'une manière qui ne peut venir que d'années passées à rouler côte à côte. À 16 heures, il y avait 20 motos alignées soigneusement en rangée dans le parking, et le bruit était passé de moteurs individuels à une présence collective, une note grave que l'on pouvait sentir dans sa poitrine autant qu'entendre avec ses oreilles. À l'intérieur de l'école, une enseignante nommée Jennifer Walsh était en train d'effacer son tableau blanc lorsque le grondement a commencé. Elle s'est arrêtée, la craie à la main, et a regardé vers la fenêtre. À travers la vitre, elle pouvait voir les motos arriver les unes après les autres. Sa première pensée a été la confusion. Y avait-il un événement qu'elle avait oublié? Puis l'inquiétude s'est installée alors que le nombre de motos ne cessait d'augmenter. Elle s'est approchée de la fenêtre et a compté. 20 motos, 25, 30 et d'autres encore arrivaient. Au bout du couloir, le Dr. Ricks était dans son bureau lorsque son téléphone a commencé à sonner. Le premier appel provenait d'un parent qui habitait en face de l'école. Tout va bien là-bas, il y a des motos partout. Avant que la directrice n'ait pu répondre, un autre appel est arrivé, puis un autre. Sa secrétaire a frappé à la porte, le visage pâle. Dr. Hendress, je pense que vous devez voir ça. La directrice se dirigea vers le bureau d'accueil et regarda à travers les portes vitrées. Le parking se remplissait de motards, et le rugissement des moteurs qui approchaient suggérait que beaucoup d'autres étaient en route. Elle eut la bouche sèche. Elle prit son téléphone pour appeler l'agent de sécurité de l'école, l'agent Davis, mais celui-ci se dirigeait déjà vers l'entrée principale, une main posée sur sa radio. Dehors, les arrivées se poursuivaient. Les 50 motos devinrent 75, puis 100. Les élèves des classes donnant sur le parking collaient leur visage contre les fenêtres, les yeux écarquillés d'étonnement. Certains des plus jeunes montraient les motos avec excitation, ravis par le spectacle. Les élèves plus âgés étaient plus calmes, sentant qu'il ne s'agissait pas seulement de motos cool. Cela signifiait quelque chose. Les moteurs résonnaient sur la façade en briques du bâtiment scolaire, créant un son qui ressemblait moins à du bruit qu'à une annonce. Ils se propageaient dans le quartier environnant, attirant les habitants sur leurs porches et à leurs fenêtres. Il avait du poids et une intention, et il ne cessait de grandir. 100 motos, 125, 150. Eric arriva avec Bulldog et Saint,
se plaçant en formation près de Reaper. Il descendit de sa moto et les trois hommes échangèrent un bref signe de tête. Pas besoin de mots. Eric avait la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le bâtiment où sa fille avait souffert. Autour d'eux, d'autres frères continuaient d'arriver. Ils se garèrent avec précision, formant des rangées ordonnées qui démontraient leur discipline et leur organisation. Ce n'était pas le chaos, c'était l'unité. À 16h30, il y avait 175 motos dans ce parking. Les hommes qui les conduisaient descendirent et prirent une position, debout à côté de leur moto, les bras croisés, les pieds bien ancrés au sol. Ils ne criaient pas, ne scandaient pas, ne faisaient pas de gestes menaçants. Ils se tenaient simplement debout, silencieux, unis, formant une présence écrasante et indéniable qui ne pouvait être ignorée ou écartée. Le silence entre l'arrivée des motos était presque plus assourdissant que le bruit qu'elles avaient fait auparavant. 200 hommes se tenaient debout, solidaires, non pas avec agressivité, mais avec la certitude absolue qu'ils avaient tout à fait le droit d'être là, qu'ils ne partiraient pas tant que quelqu'un n'aurait pas reconnu ce qui était arrivé à l'un des leurs. L'agent Davis est sorti du bâtiment, la main toujours sur sa radio, mais sans appeler de renfort pour l'instant. C'était un policier chevronné qui travaillait avec la communauté depuis assez longtemps pour savoir qu'une escalade ne ferait qu'empirer les choses. Il s'est approché prudemment du groupe et a trouvé Eric debout avec Reaper près de l'avant. L'agent Davis a reconnu Eric. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement scolaire quelques mois auparavant. « Monsieur Malloy », a dit l'agent d'un ton calme, « que se passe-t-il ici? » La voix d'Eric était calme, posée et absolument ferme. « Nous sommes ici pour soutenir un père qui protège sa fille. Officier, ma fille a été victime d'insultes de la part de son professeur aujourd'hui. J'en ai été témoin. L'administration de l'école a tenté de minimiser l'incident en le qualifiant de malentendu. Nous sommes ici pour nous assurer que cela ne se reproduise pas. Nous ne partirons pas tant que cette affaire n'aura pas été réglée correctement. » L'agent Davis regarda la mère de moto derrière Eric, les hommes qui se tenaient là, résolus et pacifiques, et fit rapidement son évaluation. Ce n'était pas une menace, c'était une déclaration. Vous prévoyez de commettre des actes de violence ou de détruire des biens? Non, monsieur, répondit Eric. Nous sommes juste ici, debout, à attendre que justice soit faite. L'agent acquiesça lentement. Très bien, je vais vous demander de rester pacifique et de laisser l'école s'occuper de ses affaires. Eric croisa son regard. C'est exactement ce que nous faisons. L'agent retourna vers le bâtiment, parlant calmement dans sa radio, non pas pour appeler les forces anti-émeutes, mais pour informer ses supérieurs de la situation. Puis les médias arrivèrent. Le premier camion de télévision s'arrêta à 16h45, sa parabole satellite pointée vers le ciel. Un journaliste et un caméraman en descendirent, comprenant immédiatement l'ampleur de ce qui se passait. Un autre camion arriva quelques minutes plus tard. Puis d'autres caméras se mirent à tourner, filmant les rangées de motos, les moteurs silencieux, le bâtiment de l'école derrière eux, et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Les parents ont commencé à sortir de l'école, non pas pour se plaindre des moteurs, ni pour leur demander de partir, mais pour les remercier. La première était une femme nommée Angela Torres, dont le fils de 7 ans était dans la classe de M. Dalton. Elle s'est dirigée directement vers Eric, les yeux rougis par les larmes, et lui a dit « Merci. Merci d'avoir fait ce que je n'osais pas faire. Mon fils est terrifié à l'idée d'aller à l'école depuis 2 mois. Je me suis plainte 3 fois à la directrice. Elle m'a dit que j'exagérais. Derrière elle venait David Chun, le père d'une fille qui avait été dans la classe de M. Dalton l'année précédente. J'ai retiré ma fille en cours d'année. Il s'est adressé au groupe de motards le plus proche de lui. L'enseignante a détruit sa confiance en elle. Elle lui a fait sentir qu'elle ne valait rien. Quand je me suis plaint, ils m'ont dit qu'elle avait simplement des exigences élevées. Maintenant, je sais que nous n'étions pas les seuls. D'autres parents, attirés par l'agitation, sont venus demander ce qui se passait. Lorsqu'ils ont appris pourquoi les motards étaient là, les témoignages ont afflué. Sarah Martinez, dont le fils faisait des cauchemars à l'idée d'aller à l'école. Robert Williams, dont la fille avait commencé à avoir des crises d'angoisse le dimanche soir. Jennifer Park, à qui l'on avait dit que ses inquiétudes concernant les méthodes d'enseignement de M. Dalton n'étaient que des différences culturelles dans les styles de discipline.
Ce qui avait commencé comme le combat d'un seul père était sur le point de devenir un mouvement. Les parents qui étaient restés silencieux pendant des mois, qui doutaient d'eux-mêmes, qui avaient été manipulés par les administrateurs, qui se sentaient seuls et impuissants, ont enfin trouvé leur voie. Ils se sont joints au moteur, ajoutant leur présence à la manifestation. Ils ont appelé d'autres parents qu'ils connaissaient et qui avaient vécu des expériences similaires. La foule a grossi, non pas avec aussi, non pas avec agressivité, mais avec solidarité. Les caméras des journaux télévisés ont toutes filmé les moteurs silencieux, les parents en larmes, les administrateurs de l'école qui observaient nerveusement depuis des fenêtres. Et quelque part dans ce bâtiment, Mademoiselle Dalton commençait à comprendre que ses actions avaient des conséquences qu'elle ne pouvait plus contrôler. Les vannes s'étaient ouvertes. Les parents se sont approchés les uns après les autres d'Eric et des moteurs rassemblés, et chaque histoire qu'ils partageaient ajoutait une couche supplémentaire à un tableau qu'il devenait impossible de nier. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise journée ou d'un malentendu. Il s'agissait d'un schéma, d'une défaillance du système qui était resté caché aux yeux de tous pendant trop longtemps. Michael Thompson se tenait près de la moto de Reaper, la voix tremblante, expliquant comment sa fille Emma avait recommencé à faire pipi au lit à l'âge de 7 ans, ce qu'elle ne faisait plus depuis l'âge de 3 ans. Parce qu'elle était très anxieuse à l'idée d'aller en classe de Mademoiselle Dalton. Nous l'avons emmenée chez un pédiatre, puis chez un thérapeute. Tout le monde nous demandait si quelque chose avait changé à la maison. Nous n'avons jamais pensé à nous tourner vers l'école. Quand j'ai finalement interrogé Emma directement, elle m'a dit que sa professeure avait déclaré qu'elle était l'élève la plus lente qu'elle ait jamais eue. Elle a 7 ans. Elle y croyait. Lisa Chung a décrit comment son fils Marcus avait commencé à dire qu'il était stupide, inutile, qu'il ne serait jamais bon à rien. Il avait des haies partout, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Mais Mademoiselle Dalton le singularisait pour la moindre erreur. Elle le faisait se tenir debout devant la classe pendant qu'elle corrigeait son travail devant tout le monde. Lorsque j'ai abordé le sujet lors d'une réunion parents-professeurs, elle m'a dit que je l'élevais de manière trop sensible, que le monde réel serait beaucoup plus dur avec lui. Ces histoires avaient un point commun. Mademoiselle Dalton était calculatrice. Elle savait exactement quand jouer la comédie et quand laisser tomber le masque. Lors des observations officielles, elle était professionnelle et posée. Lorsque les administrateurs passaient devant sa classe, sa voix était chaleureuse et encourageante. Mais pendant ces longues périodes où elle était seule avec ses élèves, sans aucun adulte pour la surveiller, elle devenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui utilisait la honte comme outil pédagogique. Quelqu'un qui semblait prendre plaisir à voir les enfants se recroqueviller sous ses paroles. Et les parents n'étaient pas les seuls à l'avoir remarqué. 3 enseignants de l'école sont sortis du bâtiment, attirés par l'agitation, et ce qu'ils ont raconté a de nouveau glacé le sang d'Eric. Une jeune enseignante nommée Amanda Rivers a admis avoir vu Mademoiselle Dalton réprimander un élève dans le couloir l'année dernière. Je l'ai signalé au directeur adjoint, a-t-elle dit doucement. On m'a répondu que Mel Dalton était titulaire, qu'elle enseignait depuis 20 ans et que je devais faire attention avant d'accuser un membre du personnel senior. Le message était clair. Ne fais pas de vagues. Un autre enseignant, un homme plus âgé nommé Gregory Stone, qui était à 2 ans de la retraite, s'est exprimé avec une culpabilité évidente dans la voix. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je l'ai entendu à travers les murs. Nous l'avons tous entendu, mais elle est ici depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous. Et elle a des amis dans l'administration, des gens qui la protègent. J'ai honte de dire que j'ai détourné le regard parce que je ne voulais pas d'ennui. À 17 heures, la foule dans le parking avait grossi pour atteindre plus de 300 personnes, 200 moteurs en formation et plus de 100 parents, enseignants et membres de la communauté qui s'étaient joints à eux. La présence des médias s'était accrue avec 5 camions de télévision et des journalistes menant des interviews et des caméras capturant chaque instant. Ce n'était plus quelque chose que le district scolaire pouvait gérer discrètement à huis clos. Le directeur du district est arrivé à 17h15, accompagné de 3 membres du conseil scolaire. Le Dr. Raymond Foster était un homme d'une 60aine d'années qui avait passé 30 ans dans l'administration de l'éducation. Et l'expression de son visage lorsqu'il a observé le parking et montré à tout le monde qu'il comprenait la gravité de la situation. Cela n'allait pas disparaître. Cela ne pouvait pas être minimisé ou détourné. La communauté observait.
Les médias filmaient et le nombre impressionnant de personnes exigeant des comptes rendait le silence impossible. Le Dr. Foster s'est approché d'Eric et de Reaper, s'est présenté et leur a demandé s'ils pouvaient discuter. La réponse d'Eric a été ferme. Tout ce que vous avez à dire peut être dit ici, devant tout le monde. Nous ne sommes pas intéressés par des conversations privées ou des réunions à huis clos. C'est ainsi que ce problème est resté caché pendant si longtemps. Le directeur a acquiescé, acceptant les conditions. En quelques minutes, une réunion d'urgence improvisée s'est tenue sur le parking. Le Dr. Foster, les membres du conseil scolaire, le Dr. Hendricks et plusieurs responsables du district se sont tenus devant la foule rassemblée tandis que les parents partageaient leurs expériences. Les moteurs sont restés exactement où ils étaient. Des témoins silencieux veillant à ce que les responsabilités ne puissent être éludées. Leur présence rappelait que cette conversation avait lieu parce que quelqu'un avait finalement refusé d'accepter les excuses du système. Les parents se sont exprimés les uns après les autres. Certains étaient en colère, d'autres avaient les larmes aux yeux. Tous racontaient la même histoire avec quelques variations. Des enfants qui souffraient, des plaintes ignorées. Un enseignant protégé par une institution plus soucieuse d'éviter toute responsabilité que de protéger les élèves. Le schéma était indéniable. Les preuves étaient accablantes. Et avec les caméras qui tournaient et les membres de la communauté qui regardaient, le district n'avait d'autre choix que d'agir. Le Dr. Foster s'est éclairci la gorge et s'est adressé à la foule. Sa voix avait le poids de quelqu'un qui savait que ses paroles seraient rediffusées au journal télévisé du soir. À compter de maintenant, Mme Dalton est mise en congé administratif dans l'attente d'une enquête approfondie. Cette enquête sera menée par une société tierce sans aucun lien avec notre district. Nous interrogerons les élèves, les parents et le personnel. Nous examinerons les pratiques en classe et les dossiers de plainte et nous prendrons les mesures appropriées en fonction des conclusions. Un murmure parcourut l'Assemblée. Ce n'était pas tout à fait de la satisfaction, mais plutôt la reconnaissance qu'il s'agissait au moins d'un premier pas. Un membre du conseil scolaire, une femme nommée Patricia Mendes, s'avança. Elle regarda les parents droit dans les yeux. « Nous vous avons laissé tomber. Nous avons laissé tomber vos enfants. Et je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas seulement d'une enseignante. Il s'agit d'un système qui a permis d'ignorer les préoccupations et d'étouffer les plaintes. Cela prend fin aujourd'hui. Nous mettons en œuvre des changements immédiats dans notre politique. Installation obligatoire de caméras dans toutes les salles de classe, évaluation psychologique régulière des élèves afin d'identifier les signes de détresse émotionnelle, mise en place d'une ligne téléphonique anonyme pour les parents et les élèves, et politique de tolérance zéro pour toute forme d'abus émotionnel ou verbal. Eric se tenait les bras croisés, regardant les responsables faire leurs promesses. Il ne souriait pas, ne se réjouissait pas. Ce n'était pas une victoire. C'était simplement le strict minimum de ce qui aurait dû être fait il y a des mois. Mais il sentait néanmoins quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Kate n'aurait plus jamais à revoir Mademoiselle Dalton. Les autres enfants seraient plus en sécurité et les parents sauraient qu'ils n'étaient pas impuissants. Les parents ont commencé à s'organiser sur le parking. Ils ont échangé leurs coordonnées. Une coalition fut formée. Ils resteraient impliqués. Ils étaient d'accord. Ils assisteraient aux réunions du conseil scolaire. Ils tiendraient le district responsable des promesses faites. Il ne s'agissait plus seulement de Mademoiselle Dalton. Il s'agissait de s'assurer que ce qui était arrivé à leurs enfants ne se reproduirait plus jamais. Vous vous souvenez de ces enfants qui regardaient en silence pendant que Kate était démolie? Ils regardaient aussi maintenant. Certains étaient à l'intérieur de l'école, le visage collé aux fenêtres, voyant l'énorme foule qui s'était rassemblée parce que les adultes les croyaient enfin. D'autres étaient chez eux, écoutant leurs parents leur raconter que des gens s'étaient rassemblés, que leurs histoires comptaient, que le changement était en marche. Ils apprenaient quelque chose d'essentiel. Les adultes peuvent les protéger. Il est important de s'exprimer et ils ne sont pas seuls. La réponse de l'école a été rapide. Mais pour Eric, le vrai travail ne faisait que commencer. Car la mise à pied administrative et les promesses d'enquête n'étaient que des mots tant qu'aucune mesure n'était prise. Et Eric n'avait pas l'intention de laisser cette affaire s'effacer de l'attention publique tant qu'un changement réel et durable n'aurait pas été mis en œuvre. Eric n'a pas attendu la fin de l'enquête ni la mise en œuvre des réformes promises par le district. Le lendemain matin, après que 200 moteurs se soient rassemblés sur le parking, il a rempli les documents nécessaires pour retirer officiellement Kate de l'école primaire Ridgemont.
Il n'y aurait pas de retour en arrière. Quelles que soient les promesses faites ou les changements mis en œuvre, il ne prendrait pas le risque de renvoyer sa fille dans un endroit où elle avait appris à avoir peur. La recherche d'une nouvelle école a commencé immédiatement. Eric s'y attela avec la même intensité méthodique qu'il apportait à tout ce qui comptait. Il fit des recherches sur toutes les écoles primaires situées à une distance raisonnable, lut les avis des parents, vérifia les résultats scolaires et les dossiers disciplinaires, et dressa une liste des 5 meilleures candidates. Mais il ne prit pas la décision seul. Il emmena Kate avec lui pour visiter chaque école, car elle devait participer à ce choix. Elle avait besoin de retrouver un certain contrôle sur sa propre vie. La première école qu'ils visitèrent était trop grande. Les couloirs résonnaient d'un bruit qui poussa Kate à se blottir contre Eric. La deuxième avait une directrice chaleureuse, gage chaleureuse, mais la classe qu'ils observèrent semblait chaotique, d'une manière qui paraissait écrasante plutôt qu'énergique. La troisième semblait stérile, avec trop de règles affichées sur tous les murs et des enfants assis dans un silence parfait qui ne semblait pas naturel pour des enfants de 6 ans. Mais la quatrième école, Riverside Elementary, leur sembla différente dès qu'ils franchirent la porte. Elle était plus petite, nichée dans un quartier bordé d'arbres et dotée d'une cour de récréation clairement conçue pour les enfants plutôt que pour répondre à des préoccupations d'ordre juridique. La directrice, Mme Eleanor Martinez, les a accueillis personnellement et ne leur a pas demandé pourquoi ils changeaient d'école en cours d'année. Elle leur a simplement souhaité la bienvenue et leur a proposé de leur faire visiter les lieux. Ils ont observé une classe de CP enseignée par Melcera Chun, une jeune enseignante d'une vingtaine d'années, au regard bienveillant et à la voix douce mais autoritaire. Eric observait attentivement Mademoiselle Chun travailler avec ses élèves. Lorsqu'un garçon avait du mal avec un problème de mathématiques, elle s'agenouillait à côté de son bureau et l'aidait patiemment à le résoudre, sans jamais lui donner le sentiment d'être incompétent. Lorsqu'une fille renversa une tasse de crayon de couleur, Mademoiselle Chin sourit et dit « Les accidents, ça arrive », puis l'aida à les ramasser. La classe était structurée, mais elle dégageait aussi une atmosphère chaleureuse. Les enfants levèrent la main avec enthousiasme, non par crainte, mais par véritable envie de participer. Kate observait elle aussi, debout près de son père, sa petite main agrippée à la sienne. Eric baissa les yeux et vit dans son regard quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois, un espoir prudent. Après l'observation, Mme Martinez demanda à Kate si elle aimerait voir la salle d'art plastique. Kate acquiesça timidement, et lorsqu'ils entrèrent dans la pièce lumineuse remplie de peintures et de sculptures réalisées par les élèves, ses yeux s'écarquillèrent. Un étudiant en enseignement aidait un groupe d'enfants à travailler l'argile, et leur rire remplissait la pièce. Eric inscrivit Kate cet après-midi-là. Son premier jour à l'école primaire Riverside était le lundi suivant, et elle se réveilla ce matin-là avec une expression qu'Eric reconnut, de la nervosité mêlée de curiosité. Pas la crainte qu'il avait vue auparavant, mais l'anxiété naturelle que tout enfant ressent lorsqu'il commence quelque part de nouveau. Il lui prépara son petit déjeuner préféré, du pain perdu avec des fraises, et ils discutèrent de ce à quoi elle pouvait s'attendre. « Si quelque chose ne va pas, tu me le dis immédiatement, dit-il. Promis, Kate promit. Mademoiselle Chun accueillit Kate à la porte de la classe avec un sourire chaleureux qui illuminait ses yeux. « Bonjour, Kate. Je suis très heureuse que tu te joignes à nous. Je t'ai réservé une place juste à côté de Maya. Elle adore dessiner elle aussi, et je me suis dit que vous pourriez devenir amis. » Kate leva les yeux vers son père, incertaine, et Eric lui fit un signe de tête encourageant. La voix de Melchior était sincère, posée, et Kate se sentit accueillie plutôt que traitée comme une simple formalité. La différence fut immédiate et profonde. Lorsque Eric vint chercher Kate le premier après-midi, elle parlait. Elle parlait vraiment. Pas des réponses d'un seul mot, mais des phrases complètes sur la fille nommée Maya, qui avait partagé ses crayons de couleur, sur l'histoire que Mademoiselle Chun avait lue, sur le projet scientifique qu'il commençait sur les papillons. Sa voix trahissait encore une certaine hésitation, une certaine prudence, mais derrière cela se cachait quelque chose qui lui avait manqué, un engagement envers le monde qui l'entourait. À la fin de la première semaine, Kate souriait à nouveau, de vrais sourires qui illuminaient tout son visage. Elle rentrait à la maison avec des dessins qu'elle avait réalisés pendant son temps libre, des papillons,
des arcs-en-ciel et des bonhommes allumettes se tenant la main. Elle parlait de ses camarades de classe en les nommant. Elle demandait si Mia pouvait venir jouer à la maison. Et quand Eric lui demandait comment s'était passée sa journée, elle avait des histoires à raconter. Un soir, environ 2 semaines après son arrivée à Riverside, Eric était assis à la table de la cuisine et aidait Kate à faire ses devoirs. Il s'agissait d'une simple fiche d'exercice sur les motifs, et Kate la complétait avec assurance en fredonnant doucement. Quand elle eut terminé, elle leva vers lui ses grands yeux bruns et lui dit « Papa, j'aime ma nouvelle école. Marcel Chin est vraiment gentille. Elle ne nous crie jamais dessus. » Eric sentit sa gorge se serrer. « Je suis content, ma chérie. Tu mérites une enseignante qui soit gentille avec toi. » Kate resta silencieuse un instant, puis dit quelque chose qui faillit le briser. « Est-ce que je suis à l'ancienne? Je pensais que j'étais nulle en tout, mais mademoiselle Chin dit que je suis douée pour beaucoup de choses. » Elle dit « Tout le monde apprend différemment, et c'est normal. » Eric tendit le bras par-dessus la table et prit sa petite main dans la sienne. « Tu n'as jamais été nulle en quoi que ce soit, Kate. Cette enseignante avait tort. C'était elle le problème, pas toi. Tu comprends ça? » Kate acquiesça lentement, réfléchissant. « Je crois que oui. » Elle marqua une pause puis ajouta « Je n'ai plus peur d'aller à l'école. » Ces 7 mots valaient tout. Ils valaient la confrontation. Ils valaient la peine de tenir tête à l'administration, de faire appel à 200 de ses frères pour s'assurer que quelqu'un l'écoute. Eric serra Kate dans ses bras et la tint près de lui. Et par-dessus son épaule, il retint ses larmes, qu'il ne laisserait couler qu'une fois qu'elle serait endormie plus tard dans la nuit. Quelques semaines plus tard, un samedi matin, alors qu'ils préparaient des crêpes ensemble et que Kate parlait avec enthousiasme de sa prochaine sortie scolaire au Musée des sciences, Eric se tourna vers elle tout en retournant la pâte et lui dit « Tu sais que tu es en sécurité, n'est-ce que pas? Toujours. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. » Kate leva les yeux de la table qu'elle était en train de dresser et acquiesça sérieusement. « Je sais, papa. » Elle s'approcha de lui et l'enlaça spontanément par la taille. « Parce que tu es venu quand j'avais besoin de toi. » Et voilà, le moment de catharsis totale était arrivé. Kate comprenait désormais qu'elle n'avait pas été abandonnée dans sa souffrance, que lorsqu'elle ne trouvait pas les mots pour expliquer ce qui n'allait pas, son père l'avait quand même compris, qu'elle comptait suffisamment pour que quelqu'un se batte pour elle, qu'elle méritait d'être protégée, aimée et en sécurité. Eric s'agenouilla à sa hauteur, la spatule à crêpes toujours à la main, et la regarda dans les yeux. « Toujours, dit-il, je viendrai toujours quand tu auras besoin de moi. » Kate sourit, ce sourire radieux et sincère qu'il pensait ne plus jamais revoir, et le serra plus fort dans ses bras. Les crêpes sur la plaque commencèrent à fumer légèrement, et ils rirent tous les deux tandis qu'Eric se précipitait pour les retourner. Mais ce moment resta gravé dans sa mémoire. Sa fille était en train de guérir. Elle redécouvrait la joie, la confiance et le simple plaisir d'être une enfant. Elle apprenait que le monde pouvait être sûr, que les adultes pouvaient être dignes de confiance, que sa voix comptait. La guérison de Kate était magnifique à voir. Mais l'impact de cette journée alla bien au-delà d'une petite fille, car tandis qu'Eric s'efforçait de redonner à sa fille un sentiment de sécurité et d'estime de soi, quelque chose de plus grand prenait forme dans la communauté qui les entourait. Quelque chose qui allait changer la façon dont tout un quartier envisageait la protection des enfants et dont des centaines de familles comprenaient leur propre pouvoir d'exiger des comptes. L'enquête a duré 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles un cabinet indépendant a interrogé plus de 40 élèves qui avaient suivi les cours de Mme Dalton au cours des 3 dernières années, ainsi que des parents, des membres du personnel actuel et ancien, et des administrateurs. Ce qu'ils ont découvert était pire que ce que tout le monde avait publiquement reconnu. Le rapport d'enquête remis au conseil scolaire et rendu public sous la pression de la coalition de parents a mis en évidence un schéma de violence psychologique qui remontait à plusieurs années. 17 plaintes officielles distinctes avaient été déposées au sujet des méthodes d'enseignement de Mme Dalton. Des plaintes qui avaient été minimisées, rejetées ou classées sans suite sans que des mesures significatives ne soient prises. Les conclusions étaient sans ambiguïté. Mme Dalton avait systématiquement utilisé la honte, l'humiliation et l'intimidation verbale comme outils de gestion de classe. Elle avait ciblé les élèves qu'elle percevait comme faibles ou peu susceptibles de riposter. Elle avait créé un environnement dans lequel les enfants avaient peur de poser des questions,
peur de faire des erreurs, peur d'être simplement des enfants. Et l'administration scolaire avait manqué à son devoir fondamental de protéger ses élèves. Le Conseil des normes pédagogiques de l'État a suspendu le permis d'enseigner de Mme Dalton dans l'attente d'un examen complet. Elle ne retournerait dans aucune salle de classe tant que le Conseil n'aurait pas déterminé si son permis devait être révoqué de façon permanente. Pour les familles qui avaient souffert de ces méthodes, ce n'était pas tout à fait justice, mais c'était une forme de responsabilité. C'était de la confirmation que ce qu'elles avaient vécu et ce que leurs enfants avaient enduré était réel, injuste et inacceptable. Mais l'impact allait bien au-delà du sort d'une seule enseignante. Le district scolaire, soumis à un examen public intense et à la possibilité très réelle de poursuites judiciaires, a mis en œuvre des changements politiques radicaux dans les 43 écoles du district. Des systèmes de caméras obligatoires ont été installés dans chaque classe, les images étant régulièrement examinées par les administrateurs et mises à la disposition des parents sur demande. Ces caméras n'avaient pas pour but de créer une culture de la surveillance. Elles visaient à assurer la transparence et la protection des élèves et des enseignants. Des évaluations psychologiques régulières sont devenues la norme pour tous les élèves, non pas comme une punition ou une stigmatisation, mais comme des contrôles de routine. Des conseillers formés à reconnaître les signes de détresse émotionnelle rencontraient désormais les enfants individuellement tout au long de l'année, créant ainsi des espaces sûrs où les enfants pouvaient exprimer des préoccupations qu'ils n'auraient peut-être pas partagées avec leurs parents ou leurs enseignants. Une ligne d'assistance téléphonique anonyme, accessible 24 heures sur 24, a été mise en place, permettant aux élèves et aux parents de signaler des problèmes sans crainte de représailles. Plus important encore, le district a adopté une politique de tolérance zéro envers les abus émotionnels et verbaux. La politique était claire et précise. Les enseignants qui recouraient à la honte, à l'humiliation ou à l'intimidation seraient immédiatement suspendus et risquaient le licenciement. Aucune protection liée à la titularisation, aucune seconde chance lorsque le bien-être des enfants était en jeu. Le message était sans ambiguïté. La protection des élèves passait avant tout. D'autres familles ont également commencé à changer les choses. Dans les 2 mois qui ont suivi la manifestation sur le parking, 12 familles ont transféré leurs enfants de l'école primaire Ridgemont vers des écoles où elles se sentaient plus en sécurité. D'autres sont restés, mais se sont activement impliqués dans la surveillance de l'école, en assistant aux réunions du conseil d'administration, en faisant du bénévolat dans les classes et en se faisant connaître. L'époque de la confiance passive dans les institutions était révolue. Les parents avaient compris qu'ils avaient du pouvoir lorsqu'ils s'unissaient. La coalition de parents qui s'était formée spontanément sur ce parking ne s'est pas dissoute une fois la crise immédiate passée. Angela Torres, David Shun et 5 autres parents ont créé un groupe de défense officiel appelé Voices for Safe Schools, Voix pour des écoles sûres. Ils ont assisté à toutes les réunions du conseil d'administration de l'école, ont surveillé la mise en œuvre des nouvelles politiques et ont créé un réseau où les parents pouvaient partager leurs préoccupations et se soutenir mutuellement. Ils sont devenus une présence permanente de surveillance, s'assurant que le district tenait ses promesses, et puis l'histoire est devenue virale. Ce qui avait commencé comme un fait divers local, 200 moteurs se présentant devant une école primaire, a attiré l'attention des médias nationaux. Les grandes chaînes d'information ont repris l'histoire. Elle a été partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Partout dans le pays, les gens ont vu les images de ces hommes debout dans le silence, solidaires d'un père protégeant sa fille. Et quelque chose dans cette histoire a profondément touché les gens. L'histoire s'est répandue parce qu'elle touchait à quelque chose d'universel. Le sentiment d'impuissance que ressentent les parents lorsque les institutions manquent à leurs devoirs envers leurs enfants et l'espoir que l'action collective puisse forcer le changement. Dans des communautés à travers le pays, des parents confrontés à des situations similaires ont vu ce qui s'était passé à Eric City et ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Ils n'avaient pas à accepter des administrateurs dédaigneux ou des enseignants abusifs. Ils pouvaient s'organiser. Ils pouvaient exiger des comptes. Ils pouvaient faire du bruit trop fort pour être ignorés. Des mouvements similaires ont commencé à émerger dans différents districts. Dans l'Ohio, des parents ont organisé une manifestation devant un collège où le harcèlement était systématiquement ignoré. Au Texas, une coalition de familles a exigé des changements de politique
après que plusieurs élèves aient signalé des abus émotionnels de la part du personnel. Dans l'Oregon, des parents ont réussi à obtenir le renvoi d'un administrateur qui avait couvert les fautes professionnelles d'un enseignant. Ils ont tous cité l'histoire d'Eric comme source d'inspiration, preuve que se battre pouvait fonctionner. Les sections nationales des Hells Angels ont pris note de l'écho rencontré par cette histoire. Ce qui avait commencé comme un club soutenant un frère s'est transformé en une mission plus large. Les sections à travers le pays ont commencé à s'associer à des organisations de défense des enfants, offrant leur présence et leur soutien aux familles menant des combats similaires. Elles se sont présentées aux réunions du conseil scolaire. Elles ont soutenu les parents confrontés à des défaillances institutionnelles. Elles ont mis à profit leur présence collective pour s'assurer que les familles ne soient pas rejetées ou ignorées. Eric et son club ont été reconnus par les organisations locales de protection de l'enfance pour leur action. Ils ont reçu des récompenses de la part de groupes d'aide aux familles. Ils ont été invités à prendre la parole lors de forums communautaires sur la sécurité des enfants. Et surtout, l'opinion publique a commencé à changer d'avis sur la confrérie. Les médias ont constamment souligné qu'il ne s'agissait pas de dangereux criminels. C'étaient des pères, des oncles, des grands-pères et des membres de la communauté qui se souciaient profondément de la protection des enfants. Le patch représentant une tête de mort, qui poussait autrefois les gens à changer de trottoir, est devenu synonyme de protection et de justice. Ces 200 motards ne se sont pas contentés de se présenter un après-midi. Ils se sont présentés pour tous les enfants qui s'étaient déjà sentis impuissants face à l'autorité des adultes. Ils se sont présentés pour tous les parents à qui on avait dit qu'ils réagissaient de manière excessive alors que leur instinct leur criait que quelque chose n'allait pas. Ils se sont présentés pour toutes les familles qui avaient besoin de quelqu'un pour les soutenir contre des systèmes conçus pour protéger les institutions plutôt que les personnes. Leur présence ce jour-là a eu un message profond. Vous n'êtes pas une bonne, vos enfants comptent et nous ne resterons pas silencieux lorsque des personnes vulnérables sont maltraitées. L'impact plus large s'est propagé d'une manière que personne n'avait anticipée. Les districts scolaires et les comtés voisins ont revu leurs propres politiques et les ont jugées insuffisantes. Les législateurs de l'État ont présenté des projets de loi renforçant la protection des élèves et les mesures de responsabilité des éducateurs. Les conférences nationales sur l'éducation ont ajouté des sessions sur la prévention de la violence psychologique dans les salles de classe. Le débat est passé de la question de savoir si la violence verbale à l'école était un problème à celle de savoir comment la prévenir de manière systématique. Eric a observé tout cela se dérouler avec un mélange de satisfaction et d'humilité. Il n'avait jamais eu l'intention de lancer un mouvement. Il avait simplement refusé d'accepter que la souffrance de sa fille soit normale ou acceptable. Mais ce refus, amplifié par la solidarité de son frère et la réaction de la communauté, avait créé quelque chose de plus grand qu'eux tous. Il avait rappelé aux gens que le changement est possible, qu'une seule personne qui se lève peut en inspirer d'autres, que les communautés ont du pouvoir lorsqu'elles choisissent de l'utiliser. Si vous croyez qu'une seule personne peut faire la différence, que les communautés peuvent exiger mieux pour leurs enfants, alors vous comprenez pourquoi cette histoire est importante. Si vous vous opposez à quiconque abuse de son pouvoir sur des personnes vulnérables, si vous croyez que le silence protège les prédateurs, tandis que s'exprimer protège les enfants, alors vous comprenez pourquoi 200 motards se sont présentés ce jour-là. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Faites-lui savoir qu'il n'est pas impuissant. Faites-lui savoir que sa voix compte. Et faites-lui savoir que lorsque les gens s'unissent, les institutions doivent les écouter. 6 mois après que 200 motos aient envahi ce parking, Eric était assis dans son salon, interviewé par un journaliste qui écrivait un article sur ce qui s'était passé. Le journaliste lui a demandé s'il se sentait comme un héros, s'il était fier d'avoir déclenché un mouvement national. Eric a secoué la tête avec un léger sourire qui ne trahissait aucune arrogance, seulement de la certitude. « J'ai simplement fait ce que n'importe quel père aurait fait », a-t-il répondu. « Quand votre enfant souffre, vous ne pensez pas au mouvement ou à la couverture médiatique. On pense à le mettre en sécurité. C'est tout. C'est tout ce que j'essayais de faire. » Mais la vérité était plus complexe que ne le suggérait cette simple déclaration. Car si Eric avait effectivement fait ce que tout père aurait dû faire, la plupart des pères dans sa situation avaient été convaincus par les systèmes et les administrateurs que leur instinct était mauvais, qu'ils réagissaient de manière excessive,
que le problème venait d'eux ou de leurs enfants plutôt que des adultes en position d'autorité. Ce qui rendait Eric différent, ce n'était pas qu'il aimait sa fille plus que les autres parents aimaient leurs enfants. C'était qu'il refusait de laisser quiconque le manipuler pour le faire douter de ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Kate, aujourd'hui âgée de 7 ans et épanouie à l'école primaire Riverside, avait son propre point de vue sur ce qui s'était passé. Lorsqu'un psychologue pour enfants lui a demandé, lors d'une évaluation de routine, ce qu'elle pensait de cette période de sa vie, elle a réfléchi attentivement avant de répondre. J'étais vraiment triste dans mon ancienne école, a-t-elle dit. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi, maman, mais mon papa m'a montré que c'était la maîtresse qui avait tort, pas moi. Et maintenant, je sais que si quelque chose me semble mal, je dois en parler à quelqu'un, car les adultes m'écouteront. Ce changement de perception chez une enfant qui croyait avoir un défaut fondamental et qui a compris qu'elle méritait d'être traitée avec respect a peut-être été le résultat le plus important de tout ce qui s'était passé. Kate était désormais confiante. Elle levait de la main en classe sans crainte. Elle posait des questions lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose. Elle se faisait facilement des amis et riait souvent. La petite fille qui s'excusait d'exister avait redécouvert la joie d'être simplement une enfant. Les leçons tirées de cet après-midi d'octobre ont largement dépassé le cadre de l'expérience d'une seule famille. Pour tous les parents qui ont entendu cette histoire, le message était clair et urgent. Ne présumez jamais que vos enfants vont bien simplement parce qu'ils le disent. Regardez plus loin. Soyez attentifs aux changements de comportement, à une réticence qui semble disproportionnée, à la façon dont les enfants se renferment sur eux-mêmes lorsque quelque chose ne va pas. Posez des questions même si vous n'obtenez pas de réponse. Fiez-vous à votre instinct, surtout lorsque les institutions vous disent que vous avez tort, car vous connaissez votre enfant mieux que n'importe quel administrateur, enseignant ou expert, qui ne le voit que quelques heures dans un environnement structuré. Les parents sont puissants lorsqu'ils s'unissent. Ce n'est pas un cliché ou un vœu pieux, c'est un fait avéré. Un parent qui se plaint peut être considéré comme difficile ou surprotecteur. Deux parents peuvent être considérés comme une coïncidence. Mais lorsque des dizaines de parents s'unissent pour refuser d'être réduits au silence, refuser d'accepter les excuses institutionnelles et exiger des comptes et des changements, les systèmes doivent réagir. La voix collective ne peut être ignorée comme les voix individuelles peuvent être minimisées. Les systèmes peuvent changer lorsque les gens exigent des comptes. Les caméras dans les salles de classe, les systèmes de signalement anonymes, les politiques de tolérance zéro, les évaluations régulières du bien-être. Aucun de ces changements n'est survenu parce que les administrateurs ont soudainement décidé de faire mieux. Ils sont survenus parce qu'une communauté a refusé d'accepter le statu quo. Ils sont survenus parce que les parents se sont organisés et sont restés organisés, parce qu'ils se sont présentés à chaque réunion et ont rendu leur présence impossible à ignorer, parce qu'ils ont compris que les promesses initiales ne signifiaient rien sans une pression soutenue pour garantir leur suivi. Et au cœur de tout cela se trouvait un principe qui n'aurait jamais dû avoir besoin d'être défendu, mais qui l'a clairement été. Les enfants méritent la sécurité, le respect et la dignité. Ce ne sont pas des privilèges qui s'obtiennent par un comportement parfait ou des résultats scolaires. Ce sont des droits fondamentaux que chaque enfant possède simplement en tant qu'être humain. Aucun enseignant n'a le droit de rabaisser, d'humilier ou de maltraiter émotionnellement un élève, quelle que soit son ancienneté, son expérience ou sa philosophie éducative. Aucune institution n'a le droit de faire passer sa propre réputation avant le bien-être des enfants dont elle a la charge. Ces vérités ne sont pas négociables. Le lien entre Eric et Kate s'était renforcé à travers cette épreuve, forgé dans le feu de la crise et renforcé par la certitude qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Absolument. Ils avaient désormais leur soirée cinéma du vendredi, une tradition qui avait commencé comme un moyen d'aider Kate à se détendre et qui était devenue quelque chose qu'ils attendaient tous les deux avec impatience. Ils préparaient le dîner ensemble presque tous les soirs. Kate se tenait debout sur son tabouret devant le comptoir, bavardant de sa journée pendant qu'Eric coupait les légumes et l'écoutait. Ils reconstruisaient une vie normale, mais c'était une vie normale meilleure qu'avant, fondée sur une communication ouverte et une confiance mutuelle. Un mardi après-midi typique, plusieurs mois après que tout ait changé, Eric se tenait au bord du terrain de jeu de l'école primaire Riverside, observant Kate pendant la récréation.
Elle était au milieu d'un groupe d'enfants qui riaient en jouant à un jeu élaboré mêlant chat perché et imagination. Son visage rayonnait de joie, ses mouvements étaient libres et spontanés. Elle avait des amis qui l'aimaient sincèrement. Elle avait un enseignant qui voyait son potentiel plutôt que ses limites. Elle avait un environnement scolaire où elle se sentait suffisamment en sécurité pour être pleinement elle-même. Eric regardait sa fille jouer et quelque chose se détendit dans sa poitrine. Une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait presque oublié qu'elle était là. Elle allait s'en sortir, mieux que ça même. Elle allait grandir en sachant que sa voix comptait, que les adultes pouvaient être fiables pour la protéger, qu'elle méritait le respect et la gentillesse. Le traumatisme de la classe de Mademoiselle Dalton ferait toujours partie de son histoire, mais il ne la définirait pas. Ce serait un chapitre qu'elle aurait survécu, pas le récit de son enfance. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est d'être présent. Pas avec des plans parfaits ou une compréhension totale, mais simplement avec la volonté d'être là et d'être attentif. Eric s'était présenté à cette école avec rien de plus que des biscuits et l'instinct paternel qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Il n'avait pas prévu que 200 frères se tiendraient à ses côtés. Il n'avait pas prévu de lancer un mouvement, de changer les politiques ou d'inspirer des familles à travers le pays. Il s'était simplement présenté. Et parfois, lorsque vous vous présentez, vous découvrez que vous n'êtes pas seul. Vous découvrez que d'autres personnes partagent les mêmes préoccupations, mènent les mêmes combats, ressentent la même frustration face à des systèmes qui se protègent d'eux-mêmes, plutôt que de protéger les personnes vulnérables. Vous découvrez que votre voix individuelle, lorsqu'elle s'ajoute à celle des autres, devient suffisamment puissante pour exiger le changement et suffisamment forte pour garantir que ce changement se produise réellement. Cette histoire s'est produite parce qu'un père a refusé d'accepter que la souffrance de sa fille était normale, parce qu'il a fait confiance à son instinct plutôt qu'aux assurances des institutions, parce qu'il était prêt à faire du bruit alors qu'il aurait été plus facile de se taire, parce qu'il comprenait que protéger son enfant était plus important que d'être poli, d'éviter la confrontation ou d'accepter la version de la réalité donnée par les autorités. Si vous pensez que les enfants méritent mieux que ce qu'a enduré Kate, si vous pensez que les parents ont le droit d'exiger des comptes aux écoles, si vous pensez que les communautés ont le pouvoir de forcer le changement institutionnel lorsqu'elles s'unissent, alors cette histoire est pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne, car nous partageons des histoires qui comptent, des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, des histoires de courage, de communauté et du pouvoir de refuser d'accepter l'injustice. Laissez un commentaire pour partager votre propre expérience de défense de ce qui est juste. Racontez-nous la fois où vous avez suivi votre instinct, même si tout le monde vous disait que vous aviez tort. Racontez-nous le moment où vous avez trouvé votre voie et exigé mieux pour vos enfants. Votre histoire est importante. Votre expérience est peut-être exactement ce dont un autre parent a besoin pour trouver son propre courage. Partagez cette vidéo avec les parents qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas impuissants. Lorsque les institutions manquent de leurs devoirs envers vos enfants, vous avez des options. Vous avez des droits. Vous avez le pouvoir de vous organiser, d'exiger des comptes, de refuser d'être réduit au silence. Vous n'êtes jamais seul dans votre combat pour le bien-être de votre enfant. Il existe des communautés de parents qui comprennent ce que vous vivez, qui vous soutiendront, qui savent que protéger les enfants vaut bien quelques désagréments ou confrontations. Eric n'avait pas pour objectif de devenir un héros ou de lancer un mouvement. Il a simplement refusé de détourner le regard alors que sa fille souffrait. Et ce simple fait d'être présent, d'être attentif et de refuser d'accepter le traitement inacceptable réservé à son enfant a tout changé. Pas seulement pour Kate, mais pour des centaines d'enfants dont les parents ont trouvé leur propre courage dans son exemple.